Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. À l'issue du sommet de dimanche, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que tous les participants, y compris les partis ayant des intérêts dans le conflit libyen, ont convenu que la paix ne peut y être réalisée que par des pourparlers et non par le recours à la force militaire. Nous devons nous assurer que toutes les parties qui sont en quelque sorte liées au conflit parlent d'une seule voix. C'est l'objectif de la conférence d'aujourd'hui. Ainsi, les partis en Libye comprendront aussi qu'il n'y a qu'un seul moyen de trouver une solution et qui n'est pas militaire. Et nous avons obtenu ce résultat. Le sommet a été convoqué à la suite de l'effondrement d'une trêve provisoire négociée par la Russie et la Turquie il y a une semaine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remercié Sarraj d'avoir accepté le cessez-le-feu. Il a aussi exhorté le général Haftar à faire de même. Pour que les autres phases du processus politique et de la solution soient mises en œuvre, il est nécessaire que Haftar mette fin à son attitude agressive. Selon des médias, les forces de Haftar ont bloqué samedi les exportations de pétrole des principaux ports. Dimanche, alors que la conférence se tenait à Berlin, elles ont fermé les pipelines en Libye. Le pétrole est l'une des principales sources de revenus du pays. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que le peuple libyen avait suffisamment souffert dans ce qu'il a appelé un conflit par procuration. Les conflits de procuration ne se terminent que lorsque les mandataires externes décident d'y mettre fin. Donc, il est temps maintenant d'aller de l'avant et de rassembler la Libye sous l'égide de l'ONU. Pendant que les dirigeants échangeaient leurs points de vue à Berlin, des participants des deux camps en Libye s'exprimaient également à travers des manifestations. Tibor Nagy est le plus haut responsable américain à se rendre en République centrafricaine depuis 2016. Cette visite de 3 jours lui permettra de rencontrer les hauts responsables du gouvernement centrafricain pour évoquer les questions humanitaires dans le pays, les États-Unis étant le plus grand donateur en République centrafricaine. Nous sommes très impliqués ici. Nous voyons où nous pouvons être utiles. Nous essayons d'être utiles à travers les Nations Unies avec les forces de maintien de la paix. Nous travaillons aussi avec la société civile. Nous encourageons le retour de la paix, de la réconciliation afin que tous les habitants du pays puissent comprendre que leur avenir en tant que peuple et en tant que pays est entre leurs mains. Dès son arrivée et pour marquer les 10 ans du programme YALI, le responsable américain a tenu à rencontrer les jeunes alumni des programmes américains afin d'évaluer l'impact de ces formations dans leur parcours professionnel. Rencontrer les jeunes renforce mon éternel optimisme pour l'Afrique. Lorsque je visite chaque pays, je suis de plus en plus impressionné par la jeunesse et les jeunes d'Afrique. Ils sont vraiment l'avenir. J'ai la certitude que si le pouvoir était vraiment entre les mains des jeunes, l'Afrique serait un continent totalement différent. À travers nos programmes, nous mettons beaucoup d'accent sur les jeunes et cela fonctionne très bien. Lors de cette visite, les jeunes bénéficiaires des programmes américains ont pu présenter leurs activités respectives réalisées grâce aux compétences acquises durant leur formation aux États-Unis. La visite du sous-secrétaire d'État aux affaires africaines du gouvernement américain, je pense que ça a été important pour nous. Ça montre que le gouvernement américain s'intéresse aux questions de jeunesse en République centrafricaine. D'habitude, on avait tendance à voir seulement des visites qui allaient vis-à-vis du gouvernement, mais là, rencontrer la jeunesse, c'est aussi prendre le pouls de la population. J'aimerais également qu'ils puissent donner un message de la part de jeunes à notre gouvernement. Les visites de l'extérieur et surtout à travers ce monsieur pourrait être une occasion pour lui de dire également au gouvernement que ces jeunes qu'il a rencontrés et d'autres jeunes centrafricains font d'excellentes choses et qu'on a besoin de l'apport de notre gouvernement. La visite de Tibor Nagy se poursuivra jusqu'au 21 janvier auprès des membres du gouvernement, les représentants des ONG et les étudiants de l'université de Bangui. Sandrine Hapi pour VOA Afrique, Bangui.
Dans les rues de Monrovia, de nombreuses personnes sont en colère contre la gestion économique de l'administration du président George Weah. Il y a une série de problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le domaine des affaires. Premièrement, la question des devises où il n'y a pas de taux stable dans le pays. Nous avons deux types de monnaie libérienne, la vieille monnaie et la nouvelle. Puis nous avons aussi le dollar américain. Tout ça nous affecte négativement. Ancien icône du football, le président Weah est arrivé au pouvoir en janvier 2018, promettant d'investir dans l'éducation et de créer des emplois. Mais 2 ans après, beaucoup se plaignent de l'échec du gouvernement sur le plan économique. Les gens ont du mal à obtenir des billets de banque dans les distributeurs automatiques. Les fonctionnaires ne sont pas payés régulièrement et l'inflation qui grimpe à environ 30% a érodé le pouvoir d'achat. Selon les dernières données de la Banque mondiale datant de 2016, environ la moitié des 4,8 millions d'habitants du Libéria vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Dans la société, tout est lié. Si le gouvernement paye les fonctionnaires, ils pourraient venir acheter. Mais vu les retards dans leurs salaires, c'est la cause de sérieux problèmes, surtout pour nous les petits commerçants. Le 6 janvier dernier, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur mécontentement après des mois de tension entre le gouvernement et le groupe d'opposition à l'origine des rassemblements. Le porte-parole du gouvernement, Solo Kelbe, assure que des réformes sont en cours et que le président Weah fait tout pour que l'économie soit relancée. Mais il craint que ces manifestations ne soient un frein à l'économie du pays. L'objectif de ces rassemblements ou manifestations de rue n'est pas lié au fait que le président ne soit pas en mesure de produire des résultats, parce que le président a été à la hauteur depuis son élection. C'est pour détourner l'attention des gens, pour effrayer les investisseurs, pour que les affaires soient paralysées. Tout ça juste pour rendre le président impopulaire. En plus des difficultés économiques du Libéria, les victimes des guerres civiles maintiennent la pression pour l'ouverture d'une enquête sur les massacres, les viols massifs, l'utilisation d'enfants soldats et d'autres abus. Que tous les sénateurs se lèvent ou restent debout et lèvent la main droite. John Roberts est entré dans l'histoire jeudi dernier au Sénat. Il a assermenté les femmes et les hommes qui seront les jurés dans le procès du président américain. Après celui d'Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, ce sera le 3e procès d'un chef de l'exécutif dans l'histoire des États-Unis. Les sénateurs ont prêté serment d'impartialité, mais le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a révélé qu'il travaille main dans la main avec la Maison-Blanche. Imaginez que vous êtes un juré et le juge entre dans la salle d'audience et dit « Regardez, j'ai été en consultation avec l'accusé et nous avons convenu que je ne laisserai pas l'accusation appeler des témoins. Je ne laisserai pas l'accusation montrer un seul document. Aucun juré n'a jamais entendu ce genre de choses venant d'un juge, car ce serait absurde. » Le président Donald Trump a de nouveau répété qu'il n'a rien fait de mal lors d'une conversation téléphonique en juillet avec le président ukrainien dans lequel il semblait demander une enquête sur un rival politique. À l'époque, le président Donald Trump avait bloqué 400 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine approuvée par le Congrès. L'équipe de défense du président fait valoir que la mise en accusation et le procès n'auraient jamais dû avoir lieu car l'aide à l'Ukraine a finalement été débloquée sans l'ouverture d'une enquête sur Joe Biden et son fils Hunter. Quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui est inculpé pour crime, nous supposons que vous avez beaucoup de preuves, et c'est ce qui s'est passé ici. Vous avez beaucoup de preuves, cela peut aller dans les deux sens, mais le vote visait une mise en accusation pour abus de pouvoir, ce qui ne correspond pas aux critères constitutionnels pour la mise en accusation. Les démocrates veulent appeler des témoins au procès devant le Sénat depuis que la Chambre a déposé les chefs d'accusation. Les républicains disent « niet », accusant les démocrates de confondre vitesse et précipitation. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour expliquer aux jeunes que la violence et les armes ne sont pas des options viables, Operation Hood, une organisation qui œuvre à sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes contre les activités de gang, a décidé d'organiser un atelier pour les plus petits. Des enfants de 5 à 12 ans qui comprennent déjà l'importance de parler de la violence pour s'en défaire. C'est important pour moi d'être ici aujourd'hui parce que cela reflète sur toute la société et beaucoup de gens sont d'avis que nous devons aider davantage notre communauté, nous devons arrêter la violence.
Même si des ateliers comme celui-ci sont primordiaux pour avoir un impact sur les plus petits et freiner la violence dans les quartiers défavorisés, le cœur du travail des associations comme Operation Hood est la sensibilisation sur le terrain. Lorsque nous allons dans les rues, nous forgeons une relation avec la communauté et nous nous assurons de connaître les bonnes personnes, pas forcément les cibles, mais les gens nécessaires pour aider ceux qui sont affectés par la violence. Vous avez d'un côté les bons enfants et de l'autre ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin d'un accompagnement. Très souvent, ils ne peuvent pas obtenir ces conseils de leur entourage. Alors nous essayons de guider ces jeunes adultes ou ces enfants en leur offrant une alternative. À travers ces ateliers de dessin et de coloriage, Operation Hood espère donner aux enfants un exutoire car beaucoup d'entre eux ont assisté à des actes de violence armée. Les gens se bagarrent vraiment trop et au-delà de l'école, j'ai été témoin d'une fusillade. Je marchais dans la 28e rue avec ma mère et il y a eu un tas de tirs, de coups de feu. C'était vraiment effrayant. La mission d'Operation Hood a d'autant plus de résonance ces jours-ci puisque cette 10e semaine annuelle de la paix a pour objectif de combattre la violence armée en commémorant le travail de l'activiste non-violent Martin Luther King. Martin Luther King et la continuation de son héritage sont très importants car il y a tellement de chaos, non seulement à Coney Island, mais partout dans le monde. Vous savez, à un moment donné, nous devons commencer à y remédier parce que lorsque vous êtes pris dans le chaos, vous n'avez jamais l'opportunité de puiser dans votre véritable potentiel, votre humanité. Aider les enfants un par un en changeant les normes communautaires face à la violence armée et en leur apprenant à vivre et à penser de façon pacifique. Tel est donc le lourd défi que tentent de relever des associations de quartier comme Operation Hood. Ngassi Nebo et son équipe de 5 infirmières sont venus aujourd'hui dans le camp de déplacés de Kujinkoro, à la périphérie d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Pour cette journée de consultation, l'infirmière et sa suite occupent des conteneurs offerts par la Fondation Nelson Mandela. Devant quelques dizaines de femmes enceintes, elles discutent des règles et leur donnent des conseils élémentaires à suivre pendant la période prénatale. La jeune infirmière se considère toujours en mission de sauvetage. Elles n'ont pas d'opportunité d'effectuer leur consultation prénatale. Cette période est la plus importante pour s'occuper de la femme et de son bébé qui doit naître. Donc nous avions décidé d'offrir à ces communautés au moins 4 différents services de prise en charge, ce qui représente la base établie par l'OMS. Chassées de leur ville et villages d'origine dans le nord-est du Nigeria, ces femmes dans ce camp de plus de 3000 déplacés n'ont pas accès à un centre de santé ni à des soins réguliers. Nous sommes allés à l'hôpital et le médecin a dit qu'il y avait un problème. Je ne peux pas accoucher jusqu'à ce qu'une césarienne soit effectuée parce que les jumeaux sont mal positionnés et je pourrais mourir pendant l'accouchement. J'ai accepté la césarienne et l'un des jumeaux est décédé pendant l'opération, mais l'autre a survécu. Difficile de dire qu'il ne fait pas son travail, mais un problème sérieux au Nigeria, c'est la concentration de la majorité des travailleurs du secteur de la santé dans les milieux urbains. Les femmes enceintes sont souvent obligées de parcourir des kilomètres à pied ou à moto pour se rendre dans une structure sanitaire. Quand le moment d'accoucher est venu pour moi, je suis allée à l'hôpital. Les douleurs ont duré toute la journée. Je pensais que j'allais mourir. Juste avant 16 heures, j'ai accouché d'un petit garçon et il est mort instantanément. Au Nigeria, plus de 100 femmes meurent chaque jour pendant l'accouchement selon l'UNICEF. Entre 86 et 90% des femmes dans les zones rurales sont obligées d'accoucher à la maison. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Attilio Viviani est le premier maillot jaune de la 15e édition de la Tropical Amissa Bongo. Nous parlons de cyclisme. L'Italien a réglé le peloton au sprint au terme de la première étape courue entre Bitam au Gabon et Eboloa au Cameroun, 149 km. Il s'est imposé devant le Français Lorenzo Manzin et l'Érythréen Biniyam Guermé. La Tropical 2020 se poursuit demain avec la deuxième étape entre Bitam et OM, longue de 110 km. Football avec le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu demain au Caire en Égypte. Donc, la CAF a présenté les pots, 40 équipes reparties en 10 groupes de 4 chapeaux.
Dans le premier figurent les ténors, dont l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte ou encore le Cameroun, tout comme la République démocratique du Congo. Dans le pot numéro 2, on retrouve entre autres le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou encore l'Afrique du Sud. Le pot 3 n'est pas moins intéressant, avec des pays comme Madagascar, la Mauritanie, la Libye, la République centrafricaine ou le Niger. Et enfin, les petits poussets comme l'Angola, le Togo, le Libéria, entre autres, composent le pot 4. Toujours en football, Sébastien Desabre revient aux commandes au Wydad Athletic Club. Sans contrat depuis son départ de Pyramide FC en Égypte, Desabre s'est engagé pour 2 ans et demi en faveur de l'actuel dauphin de la Botola, entendez, le championnat marocain de première division. Il remplace le Serbe Zoran Manolovic, limogé il y a quelques jours. C'est le second passage de l'ancien entraîneur de l'Ouganda au WAC. Déjà lors de la saison 2016-2017, il a fait un bilan de 9 victoires, 6 nuls et 1 défaite en 16 matchs. Et cette nouvelle, pour finir, Villarreal et l'Olympique lyonnais ont trouvé un accord pour le transfert de Karl Toko Ekambi. D'après AS, l'international camerounais est déjà présent à Lyon pour sa visite médicale, tout en confirmant les 20 millions d'euros fixés dans le cadre du prêt avec option d'achat de Toko Ekambi. Le quotidien espagnol indique qu'il s'agit bien d'une option d'achat obligatoire avec différents bonus liés aux performances du joueur et un possible pourcentage sur un futur transfert. Âgé de 27 ans, Toko Ekambi, formé au Paris FC, a évolué à Sochaux puis à Angers avant d'être transféré pour 20 millions d'euros à Villarreal en juin 2018. Il compte 6 buts en Liga cette saison. Voilà, c'est tout pour l'espoir. On se retrouve demain. Chaque soir, les volontaires de l'association Joud se retrouvent quelques heures pour aider des sans-domicile fixe. Grâce à un système inédit, celui du camion-douche, les personnes qui vivent dans la rue se voient offrir une douche chaude, mais également un repas, l'accès à des soins médicaux, à un coiffeur, ainsi que des vêtements. Joud est une association à but non lucratif qui agit pour la dignité des sans-abri en leur offrant des repas chauds, des vêtements, des médicaments, des chaussures, des couvertures et aussi le bain. Au fait, on assure tous les besoins élémentaires d'un être humain afin de garantir sa dignité et permettre son insertion sociale. Pour une bonne organisation, l'association utilise un système d'identification des personnes grâce à une reconnaissance des empreintes pour l'enregistrement des bénéficiaires. Parmi la dizaine de bénévoles présents ce soir, une médecin généraliste propose gratuitement ses soins. Problèmes respiratoires, dermatologiques ou gastriques, les pathologies sont variées. En faisant médecine, c'était dans ce sens, une petite fibre associative ou une petite fibre sociale et ce besoin d'aider et cette envie d'être au chevet des gens. Donc ça m'a poussé à faire médecine et ça m'a aussi poussé à être là ce soir, à aider du mieux que je peux sur mon temps libre avec mes propres moyens et ceux de l'association. Le petit garçon avec qui j'ai parlé tout à l'heure, ça fait 1 an qu'il n'a pas vu de médecin, qu'il n'a pas eu accès aux soins, quel que soit ce type de soins. Créée depuis 4 ans, l'association ne reçoit aucune aide financière officielle, mais arrive à travailler grâce aux dons privés, comme nous l'explique Wafa Bachraoui, chargé de partenariat. L'association est en pleine mutation, les activités grandissent, l'association grandit. Donc maintenant, on essaye de rentrer en contact avec de potentiels bailleurs de fonds, des organismes, des fondations qui sont prêtes à nous soutenir. C'est la générosité des donateurs qui fait qu'on peut avoir des couvertures, des vêtements, des chaussures et tout le nécessaire qu'il faut. Après, tout ce qui reste, c'est l'association qui l'achète et reçoit aussi des dons, que ce soit des dons en nature, des dons en vêtements ou des dons financiers de généreux donateurs privés. Dans la soirée, plus d'une vingtaine de sans-domicile fixe ont ainsi pu bénéficier de l'aide de l'association Joud. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée.